Je m'appelle Hélène Dubois. J'ai 36 ans. Et à 3 heures du matin, je suturais des inconnus sans que ma main n'ait jamais tremblé. 1 an après mon divorce, j'arrivais à la fin de mon service près de la maternité de l'hôpital de la Pitié, Salpêtrière à Paris, quand ma belle-mère m'a aperçue près des ascenseurs. Catherine Martin avait un sourire qui me rappelait le bruit d'une porte qui claque. Elle s'est avancée vers moi, pleine d'assurance, comme à la messe du dimanche, et a parlé assez fort pour que les infirmières entendent. Que son fils m'ait quittée, c'était la meilleure décision qu'il ait jamais prise. Maintenant, il avait un magnifique petit garçon avec ma meilleure amie. 6 ans d'épithètes de femme brisée et stérile, condensées en un seul soupir. Je n'ai pas tressailli, je l'ai juste regardé calmement comme une courbe qui s'aplatit, et j'ai répondu « Vous croyez vraiment ça ?» 5 minutes plus tard, un homme que ni elle ni ma meilleure amie n'attendait a franchi la même porte, et le seul nom que personne ne voulait voir écrit allait bientôt être prononcé à voix haute au tribunal de grande instance de Paris. Bienvenue dans les histoires de drames silencieux, où les femmes calmes affrontent la cruauté bruyante, et où la vérité prend son temps mais n'est jamais en retard. Si votre monde est celui de la justice tranquille, mettez-vous à l'aise, écrivez en commentaire d'où vous nous écoutez, et n'oubliez pas de vous abonner. Laissez-moi rembobiner de 5 minutes, car le sourire est arrivé avant l'homme. C'était un jeudi. J'approchais de la fin d'un service de 12 heures, et je passais les dossiers à un interne de nuit nommé Hugo. Le service de maternité se trouvait à un couloir des urgences où je travaillais, et j'étais passé par là des centaines de fois sans y penser. Catherine était en visite, bien sûr. Valérie Lefebvre avait accouché 3 semaines plus tôt, et tout le gratin du 6e arrondissement défilait avec des ballons et des plateaux de petits fours. Je le savais, je m'y étais préparée. Ce à quoi je ne m'étais pas préparée, c'était que Catherine se mette sur mon chemin, comme si elle m'avait attendu tout l'après-midi. Elle m'a toisé dans ma blouse chirurgicale et a regardé mes yeux fatigués, puis a relevé le menton. C'est alors qu'elle a prononcé son discours sur son fils, son petit-fils et ma meilleure amie. Hugo se tenait immobile à côté de moi. Une aide-soignante qui passait à ralenti, et j'ai senti mon pouce chercher la fine montre en or à mon poignet, celle de ma grand-mère, et j'ai appuyé sur le cadran, comme je le faisais depuis l'enfance pour faire face à quelque chose que je ne pouvais pas encore changer. Je n'ai pas élevé la voix. J'avais appris depuis longtemps que dans une pièce, la vérité appartient rarement à la personne la plus bruyante. « Vous croyez vraiment ça ?» ai-je demandé à nouveau. Cette fois, plus doucement. Catherine a cligné des yeux, déconcertée par mon calme. Elle s'attendait à des larmes, de la colère, ou au moins un tremblement. Elle n'a rien eu de tout cela. Et quelque part dans le couloir, une porte automatique s'est ouverte avec un sifflement. Je ne me suis pas encore retournée pour voir. Je ne savais pas qui venait, mais je savais ce que j'avais déjà mis en mouvement. Voilà ce que vous devez savoir sur moi avant que le reste n'ait de sens. J'ai grandi dans un village agricole de Provence, un endroit où les affaires de chacun sont l'évangile de tous. Ma mère faisait des ménages, mon père conduisait un camion de livraison de fourrage jusqu'à ce que son dos le lâche. J'ai eu 2 emplois pendant mes études à la Sorbonne, et 2 autres pendant mes études de médecine, et j'ai appris à baisser la tête et à laisser mon travail parler pour moi. C'était toute ma philosophie pendant la majeure partie de ma vie. Fais bien ton travail en silence, et la vérité s'arrangera d'elle-même. Les gens verront qui tu es vraiment. Je croyais en cela comme d'autres croient en la chance. C'est ce qui m'a rendue bonne en traumatologie, où il n'y a pas de temps pour la panique ou les explications. Tu répares juste ce qui est devant toi et tu passes au suivant. L'odeur de cet endroit, c'est cette odeur de coton propre et de désinfectant qui s'accroche à tout dans un hôpital. Autrefois, elle me calmait dès que j'entrais. Cela signifiait que j'étais dans un endroit où j'étais douée, un endroit où personne ne m'avait jamais qualifiée de défectueuse. Je savais diriger une réanimation, remettre une épaule en place, calmer un enfant effrayé pendant que je le suturais, tout cela sans que mon pouls ne s'accélère. Mais ce même instinct qui me rendait stable sous pression avait aussi un côté sombre. Je portais mes fardeaux seule. Je ne demandais pas d'aide. Et quand les gens ont commencé à raconter une histoire sur moi qui n'était pas vraie, j'ai fait la pire chose qu'une femme silencieuse puisse faire. J'ai cru que le silence suffirait. L'hôpital était le seul endroit qui me restait où personne n'osait me qualifier de vide. À ce moment-là, le reste de ma vie était une autre histoire. J'ai épousé Alexandre Dubois à 28 ans. Il était si charmant que les étrangers se sentaient privilégiés à ses côtés. Il se souvenait des noms, serrait la main comme s'il le pensait vraiment. La moitié de Paris se serait jetée au feu pour lui, et les premières années, moi aussi. Nous voulions un enfant, nous avons essayé longtemps, et rien ne s'est passé. Et ce rien n'était assis dans notre appartement du 16e arrondissement comme une 3e personne à table. Après environ 2 ans, j'ai fait ce que n'importe quel médecin ferait.
j'ai suggéré que nous nous fassions tous les deux examiner. Quelques simples prises de sang, un bilan de base. Quelque chose que je demandais à mes patients tout le temps. Alexandre a refusé. D'abord il a ri, puis il est devenu sur la défensive, disant que les hommes de la famille Dubois n'avaient pas ce genre de problème. Il a enrobé cela dans un petit discours sur la foi, sur le fait que nous devrions nous en remettre à Dieu. J'ai insisté 1 fois, 2 fois, puis j'ai laissé tomber, parce qu'on ne peut pas traîner un homme adulte dans une clinique, et parce que je croyais encore que le silence était une forme de patience. Je suis allée faire les tests seule. Mes résultats étaient tout à fait normaux. Je me souviens être assise dans ma voiture sur le parking de la clinique, lisant le rapport imprimé, à la fois soulagée et confuse. Si ce n'était pas moi, alors quoi? Je n'avais pas de réponse. Je ne pouvais pas la forcer. Et plus le temps passait sans elle, plus il était facile pour les gens autour de moi d'inventer la leur. À ce moment-là, Alexandre avait déjà commencé à dire des choses à voix basse. D'abord à sa mère, que peu, être le problème venait de moi. Que peu, être je ne pouvais tout simplement pas. Je ne savais pas encore jusqu'où un mensonge silencieux pouvait voyager si la bonne personne décidait de le transmettre. Catherine Dubois dirigeait le cercle des femmes de la paroisse du 12e arrondissement comme un général en campagne. Elle avait enterré son mari très jeune et avait élevé Alexandre seul. Et quelque part au cours de ces années difficiles, elle avait décidé que son fils était la preuve qu'elle n'avait pas échoué. Il était parfait parce qu'il devait l'être, sinon, à quoi auraient servi tous ces sacrifices? Alors, quand Alexandre lui a murmuré que le problème venait probablement de moi, Catherine ne l'a pas remis en question une seule seconde. Elle l'a pris et l'a emporté. Ça a commencé par de petites choses, un soupir compatissant lors d'un dîner de charité, une main sur le bras de quelqu'un, à voix basse. Pauvre Alexandre, il aimerait tellement avoir des enfants. Puis ça a pris des dents. Lors d'un dîner paroissial cet automne-là, elle m'a présenté à l'épouse d'un important bienfaiteur de l'Église, avec un regard apitoyé et répété. « Voici Hélène », dit ma belle-mère. « C'est vraiment dommage pour cette histoire d'enfant. » La femme a répondu par un hochement de tête triste et complice. Et j'ai compris que quelle que soit l'histoire qu'on racontait sur moi, elle m'avait déjà précédée. Je me tenais là dans ma robe élégante, tenant un petit four, et Catherine m'a tapoté la main comme si j'avais besoin de réconfort. Puis elle a prononcé la phrase qu'elle répéterait pendant des années, la phrase qu'elle disait de la même manière que d'autres disent merci. Certaines femmes ne sont tout simplement pas faites pour ça. Elle souriait en le disant. Elle le croyait, c'était le pire. Elle n'était pas intentionnellement cruelle. Elle répétait ce que son fils lui avait donné, poli et confiant, et elle n'avait aucune idée que les mots étaient des mensonges habillés de sa propre voix. Ce soir-là, je suis rentrée à la maison et je n'ai rien dit à Alexandre. J'aurais dû, mais j'attendais toujours que la vérité s'arrange d'elle-même. Valérie était ma meilleure amie depuis nos 15 ans. Nous nous étions rencontrés dans un cours de chimie dans un lycée de Provence, et nous nous étions soutenus à travers tout ce qui avait suivi. Mon déménagement pour les études, sa série d'emplois sans fin, 2 départements et une douzaine d'années. C'est elle que j'ai appelée quand mon père est mort. Elle s'est tenue à mes côtés à mon mariage dans une robe verte, pleurant pendant mes vœux. Alors, quand les rumeurs de la paroisse ont commencé à me peser, je me suis appuyée sur Valérie. Elle venait avec du vin et me laissait parler, et elle savait toujours exactement quoi dire, ou du moins c'est ce que je croyais. Rétrospectivement, chaque réconfort qu'elle offrait avait un hameçon. « Tu es une professionnelle accomplie, Hélène. Peut être que ce n'est pas ton chemin. Alexandre t'adore. Ne laisse pas sa mère te monter la tête. Tu n'as pas besoin d'un bébé pour être complète. » Des mots gentils, tous, mais ils atterrissaient toujours sur la même échymose, me rappelant toujours ce en quoi je manquais prétendument. À l'époque, je n'ai pas remarqué à quelle fréquence son regard glissait vers Alexandre à l'autre bout du salon, ou comment elle a commencé à connaître des choses sur son emploi du temps que je ne lui avais pas dites. J'étais trop occupée à être reconnaissante envers quelqu'un qui ne semblait pas me juger. Elle était assise sur le canapé de mon propre salon et me disait « Tu mérites mieux », et j'acquiesçais sans penser une seule seconde qu'elle pensait qu'elle méritait ma vie. Les gens comme Valérie ne prennent pas ce qui est à vous en une seule fois. Ils l'empruntent morceau par morceau, jusqu'à ce qu'un jour vous leviez les yeux et que tout ait disparu, et qu'ils se tiennent au milieu de tout, comme s'ils avaient toujours appartenu à cet endroit. Je lui faisais entièrement confiance. C'était la deuxième erreur que je ne savais pas que je commettais. Alexandre a demandé le divorce un mardi. Je suis rentrée d'un service et j'ai trouvé une enveloppe sur le comptoir de la cuisine. Et le placard de son côté était à moitié vide. Il n'a même pas attendu pour me le dire en personne. Le week-end, il avait emménagé dans l'appartement de Valérie dans le 7e arrondissement, et l'histoire avait déjà été écrite pour moi.
La version qui circulait était propre et cruelle. Hélène est froide. Hélène vivait pour son travail. Hélène ne pouvait pas lui donner d'enfant, et un homme veut une famille. Ce n'était pas vrai. Catherine s'est assurée que cela soit entendu sur tous les bancs d'église. Valérie, ma Valérie, n'a pas dit un mot pour rectifier. Les deux personnes qui me connaissaient depuis le plus longtemps m'ont laissé devenir une fable morale. Et je ne me suis pas battue, parce que se battre aurait donné l'impression de leur donner raison. Je n'ai pas publié un seul mot en ligne, je n'ai appelé personne pour me défendre. Le lendemain matin, je suis allée travailler. J'ai remis en place le bras cassé d'un adolescent et je lui ai dit que ça irait, et c'est allé. Et c'était la seule chose qui semblait vraie de toute la semaine. Si vous avez déjà avalé un mensonge sur vous-même juste pour maintenir la paix, pour préserver une famille, une amitié, une réputation que vous avez mis des années à construire, alors vous savez exactement quel goût ça a. Ça a le goût du sang que vous n'êtes pas autorisé à cracher. Restez avec moi ici, car c'est là que j'ai commencé à comprendre quelque chose. La paix que je gardais si soigneusement n'était même pas la mienne à garder. C'était celle des gens qui mentaient sur moi. Ils avaient besoin que je sois silencieuse. Commentez le mot « vérité » si vous avez déjà été là, et continuez à regarder, car le silence n'a pas duré éternellement. Je veux vous parler du jour où un comité médical m'a appris qu'il y a des choses pour lesquelles il vaut la peine de faire du bruit. L'histoire a cessé de concerner mon mariage quand elle est entrée dans mon hôpital. J'étais sur la liste pour diriger le service des urgences depuis des années. J'avais créé les protocoles de traumatologie que la moitié de la région utilisait maintenant. Le poste était pratiquement à moi, et tout le monde le savait. Puis les murmures ont atteint le comité de direction. Pas la vérité. Il n'y avait pas de vérité à trouver, juste sa forme. La vie privée du docteur Dubois est instable. Des doutes ont été soulevés quant à son bon jugement. Ils avaient entendu parler du divorce, de ce que disait la famille de son ex-mari. Un membre du comité, un homme qui jouait au golf avec l'oncle d'Alexandre, a commencé à poser des questions pointues sur ma capacité à diriger sous le stress. Comme si je n'avais pas passé une décennie à rester calme pendant que des gens se vidaient de leur sang sur mes tables. Quand le poste a été annoncé, il a été attribué à un homme avec la moitié de mes heures et aucun de mes protocoles. On m'a dit que j'étais une candidate solide. On m'a dit que c'était une décision difficile. On ne m'a pas dit la vraie raison. Mais j'ai grandi dans un petit village. Je connaissais le son d'un jugement déguisé en compliment. Cette nuit-là, quelque chose a changé en moi. Un mensonge sur mon corps m'avait coûté mon mariage, et je l'avais permis parce que je pensais que supporter était la chose honorable à faire, mais maintenant ce même mensonge avait atteint le seul endroit que je n'avais jamais laissé personne toucher. Mon travail, mon nom, ce pourquoi j'avais sué du sang. J'étais assise dans ma voiture sur le parking de l'hôpital, de la même manière que j'étais assise des années auparavant, lisant mes résultats normaux, et j'ai réalisé que le silence dont j'étais si fière avait un prix, et que quelqu'un d'autre avait discrètement collecté la facture. Une infirmière en qui j'avais confiance m'a donné le nom d'une avocate, Mathilde Molnar. Le cabinet de Mathilde se trouvait au-dessus d'une quincaillerie à Belleville. Ses lunettes de lecture étaient perchées sur ses cheveux gris, et elle vous regardait comme si elle avait déjà 3 coups d'avance. Je lui ai tout raconté. Le mariage, les rumeurs de la paroisse, le comité, le poste que j'avais perdu. Elle a écouté sans m'interrompre, ce que les avocats font rarement, et quand j'ai eu fini, elle a posé son stylo. Ce que vous décrivez pourrait constituer une atteinte à l'honneur. Diffamation et calomnie, a-t-elle dit, mais je ne vais pas vous mentir. C'est difficile. Elle m'a exposé les choses clairement. Pour gagner, nous devrions prouver 3 choses. Qu'une fausse déclaration spécifique a été faite, qu'elle a été diffusée à d'autres personnes, et qu'elle m'a causé un préjudice réel et quantifiable. La partie du préjudice, nous l'avons, a-t-elle dit. Une promotion perdue est un chiffre, un salaire est un chiffre. C'est la partie la plus facile. J'étais assise là, tournant la montre de ma grand-mère à mon poignet. Et la partie fausse? Mathilde m'a regardé par-dessus ses lunettes. C'est la partie pour laquelle vous devez être prête à vous battre publiquement. Ils diront que la déclaration est vraie. Ils diront que vous ne pouviez vraiment pas avoir d'enfant. Pour gagner, vous devez être prête à prouver que ce n'était pas vous. J'ai senti un vide dans mon estomac, car bien sûr, je ne pouvais pas le prouver. Mes résultats étaient normaux, mais un résultat normal ne dit pas qui était responsable du silence. Il dit juste que ce n'était pas moi. J'ai failli me lever et partir. Tout cela semblait être une invitation à ce que toute la ville me dissèque. Puis Mathilde a dit ce que j'avais besoin d'entendre. Le silence n'est pas une vertu, Hélène, quand il vous coûte votre carrière. Parfois, la chose la plus gentille que vous puissiez faire pour vous-même est de les obliger à prouver ce qu'ils disent. Je n'ai pas répondu immédiatement,
Mais je ne suis pas partie non plus. J'ai réfléchi pendant 2 semaines, je ne suis pas impulsive. Je prends des décisions de la même manière que je lis un dossier médical. Lentement, puis tout à la fois. J'ai écrit tout ce que je pouvais perdre. La communauté dans laquelle j'avais grandi, ma position dans des cercles qui croyaient déjà à moitié au pire, la façon dont les gens parleraient, me traitant de vengeresse, de froide, disant que j'étais le genre de femme qui poursuit la famille de son ex-mari. Je savais exactement à quoi ressemblerait cette histoire, parce que la plupart avaient déjà été écrites. Mais ensuite, j'ai écrit l'autre colonne. Mon nom, mon travail, la vérité, et le simple fait que je n'avais rien fait de mal, et pourtant j'étais punie pour cela. Je revenais toujours à une chose. Je ne faisais pas cela pour nuire à Alexandre. Si j'avais voulu lui nuire, j'avais eu toute une année pour le faire. Je faisais cela pour qu'un comité médical ne croie pas à une histoire qui n'était pas vraie. Pour que la prochaine fois que mon nom serait mentionné dans une pièce où je ne suis pas, il soit mentionné proprement. C'est la ligne que j'ai tracée. Et je l'ai tracée intentionnellement. Ce ne serait pas de la vengeance. La vengeance est bruyante, affamée et jamais satisfaite. Ce serait la vérité, dite une fois dans un endroit qui compte, par quelqu'un qui avait finalement décidé qu'elle avait assez porté un mensonge qui appartenait à d'autres. J'ai appelé Mathilde un lundi matin avant mon service. Je lui ai dit que j'étais partante. Très bien, a-t-elle dit. Alors qu'ils le disent sous serment. J'ai raccroché, je suis entrée aux urgences, et j'ai eu ma journée la plus stable depuis 1 an. Il s'avère qu'un esprit résolu a sa propre tranquillité. Mathilde a rédigé la plainte au cours des semaines suivantes, nommant les déclarations spécifiques, les dates, les témoins qui les avaient entendus. Elle a listé la promotion perdue, la différence de salaire, le préjudice documenté à ma réputation professionnelle. Le lire était étrange. Toutes mes humiliations silencieuses, arrangées et numérotées, devenues une chose avec du poids. Quand elle a été déposée au tribunal, la nouvelle s'est répandue à Paris plus vite que n'importe quelle ambulance dans laquelle j'avais jamais été. Hélène Dubois poursuit la famille Dubois. Catherine était furieuse. Elle a dit au cercle des femmes que j'étais devenue vengeresse et que j'avais perdu la tête, que la douleur de mon foyer vide m'avait rendue cruelle. Elle a maintenu chaque mot qu'elle avait dit, ce qui, bien qu'elle ne le sût pas, était exactement ce sur quoi Mathilde comptait. Alexandre est d'abord resté silencieux, Valérie aussi, mais j'ai commencé à recevoir des messages. Certains cruels, certains curieux, certains de soutien discret de la part de femmes dont la réputation avait été réécrite par des gens qui prétendaient les aimer. L'une d'elles a écrit « Je suis si heureuse. Ils ont fait la même chose à ma sœur. Je n'ai répondu à aucun. J'ai juste continué à travailler, et j'ai laissé l'affaire avancer à la vitesse de la justice, ce qui veut dire lentement. Mathilde a dit que la prochaine étape était la réponse de l'autre partie. La façon dont l'avocat d'Alexandre choisirait de défendre les déclarations déterminerait tout. Ils ont 2 voix, a-t-elle dit. Ils peuvent dire que les remarques n'étaient que des opinions, des sentiments blessés, rien de poursuivable. Cette voix est ennuyeuse, mais surmontable pour eux. Elle a tapoté la table avec son stylo. Ou bien, ils peuvent planter leur drapeau et dire que les déclarations étaient vraies. La défense par la vérité. C'est la voie que je prie qu'ils choisissent. J'ai demandé pourquoi. Elle a souri comme une femme qui connaissait déjà la réponse. Parce qu'alors, ils doivent le prouver. Et pour le prouver, ils doivent ouvrir une porte. Ils ont choisi la 2e voie. Bien sûr. L'avocat d'Alexandre a déposé une réponse qui a planté le drapeau exactement là où Mathilde l'espérait. Leur défense, en langage courant, était que les déclarations à mon sujet n'étaient pas du tout diffamatoires, parce qu'elles étaient vraies. J'étais bien la raison pour laquelle le mariage n'avait pas produit d'enfant. Le défaut, ont-ils argumenté sur papier, était médical et était le mien. Quand Mathilde m'a appelé pour me le dire, j'ai entendu quelque chose qui ressemblait à de la joie sous sa voix déterminée. « Ils viennent de prononcer les mots magiques », m'a-t-elle dit. La vérité est une défense, mais ils n'y ont pas réfléchi. Elle a laissé passer une seconde. Pour prouver que la déclaration est vraie, que vous étiez stérile, ils devraient soumettre les dossiers médicaux de vous 2 à un juge. Maintenant, je ne vais pas vous le peindre en rose. Les antécédents de procréation sont les documents les plus personnels qui soient, et aucun juge ne les ordonne à la légère. Nous devons encore convaincre le tribunal que c'est pertinent et proportionné. Mais ils viennent d'argumenter sous serment que la raison, c'était absolument vous. Ils ne peuvent pas faire cette affirmation et ensuite refuser que quiconque regarde son dossier à lui. C'est la fissure. Pas une porte grande ouverte, une fissure. Je peux travailler avec une fissure. Je me suis assise lentement à ma table de cuisine, lui demandant d'expliquer ce que cela signifiait.
Mathilde a précisé qu'il venait de mettre en jeu la propre fertilité d'Alexandre. Pendant des années, il s'était caché derrière elle avec moi. En le jurant devant un tribunal, il nous avait peu être donné une raison de finalement poser la question. Aucune promesse, mais c'était notre meilleure chance. Pendant 6 ans, c'était mon corps qui avait été débattu lors de dîners et de cercles de commérage, et en voulant le rendre officiel, en voulant gagner en le disant à voix haute dans un tribunal, la famille Dubois avait fait la seule chose qu'aucun d'entre eux n'était prêt à faire. Ils avaient ouvert la porte à un examen d'Alexandre. J'ai pensé à son refus des tests des années auparavant. Les petites phrases acerbes, la façon dont le sujet se refermait toujours brusquement quand il se tournait vers lui. Je n'avais encore rien dit à Mathilde, mais un fil que j'avais enterré depuis longtemps venait de bouger, et je le sentais tirer. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir, alors j'ai fait ce que je fais toujours quand quelque chose ne va pas. J'ai parcouru la chronologie dans ma tête, lentement et soigneusement, comme si je lisais un vieux dossier médical, cherchant ce que j'avais manqué la première fois. Et c'était là. Un matin, il y a 7 ans, au début de notre mariage, quand Alexandre s'était rendu seul en voiture à une clinique du centre de Paris pour ce qu'il avait appelé un bilan de routine. Il était parti toute la journée. Il était revenu différent, silencieux, ce qui ne lui ressemblait pas, cassant avec moi sans raison, et s'était servi un verre de vin avant le dîner, ce qu'il ne faisait jamais en semaine. J'avais demandé si tout allait bien. Il avait dit que le médecin était un charlatan. Tout le trajet était une perte de temps. Et il avait changé de sujet si brusquement que ça avait laissé une marque. Et voici la partie qui me faisait regarder le plafond. Après ce jour-là, il n'a plus jamais mentionné les tests. Pas une seule fois. Avant d'aller dans le centre-ville, il faisait au moins semblant de prendre la question au sérieux. Après, le sujet était simplement clos. Et quelque part dans la même période de quelques semaines, les premiers murmures à mon sujet avaient commencé. À l'époque, j'avais mis cela sur le compte d'un homme de mauvaise humeur à cause d'un après-midi perdu. Je ne l'avais relié à rien, parce que je ne cherchais pas de mensonges. On n'audite pas les gens qu'on aime. Mais maintenant, avec les mots de Mathilde résonnant à mes oreilles, cette journée silencieuse à Paris semblait moins un trajet perdu et plus un moment où quelque chose avait été décidé. Je n'avais aucune preuve. Je veux être clair là, dessus. J'avais un souvenir et un mauvais pressentiment, ce qui ne vaut rien devant un tribunal. Mais c'était suffisant pour dire à Mathilde où viser. Et le lendemain matin, c'est exactement ce que j'ai fait. Mathilde a écouté mon histoire sur le trajet à la clinique sans rien noter, ce qui, j'avais appris, signifiait qu'elle était très attentive. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse un instant. « En soi, ce n'est rien », a-t-elle dit. Un souvenir d'une mauvaise humeur. Mais c'est une raison pour poser la bonne question. Elle a expliqué la suite. Puisque l'autre partie avait mis en cause ma fertilité, et puisqu'ils avaient prétendu que la raison était définitivement moi et non lui, Mathilde pouvait demander au tribunal d'ordonner à Alexandre de produire ses dossiers médicaux pertinents. « S'il veut prétendre que c'était vous, a-t-elle dit, la loi me permet de demander à vérifier si c'était lui. C'est comme ça que ça marche. On ne peut pas ouvrir une porte à moitié. » La semaine suivante, elle a déposé la requête. L'avocat d'Alexandre s'est battu avec acharnement, et c'est là que j'ai compris que j'avais touché quelque chose de réel, parce que personne ne se bat aussi durement pour rien. Ils ont plaidé l'atteinte à la vie privée, l'impertinence, tout ce qui pouvait garder ce seul dossier fermé. Une audience a été fixée, et j'ai dû vivre avec l'incertitude, ce qui pour quelqu'un comme moi est une torture particulière. J'ai l'habitude de demander un test et d'obtenir une réponse. C'était différent. C'était demander la permission à un juge de même pouvoir regarder. Je suis retournée à mes gardes, réparant des os, lisant des radiographies, et essayant de ne pas penser à un dossier que je n'avais jamais vu, stocké quelque part dans les archives d'une clinique parisienne, qui pourrait tout dire, ou rien. Mathilde m'a dit d'être patiente. Elle a expliqué que les tribunaux avancent délibérément lentement pour donner à la vérité le temps de devenir moins effrayante. Je n'avais pas peur de la vérité. Je n'avais jamais eu peur de la vérité. J'avais peur qu'il trouve un moyen de m'en éloigner. Avant que la juge ne statue sur la requête, Mathilde m'a fait signer une déclaration sous serment. Une version assermentée de tout. Chaque déclaration, chaque date, chaque témoin, certifié sous peine de parjure. Elle l'a posée sur la table entre nous, une pile épaisse avec de petites languettes colorées marquant chaque endroit où ma signature devait aller. « Lisez tout », a-t-elle ordonné, puis ne signez que ce que vous savez être vrai. Alors j'ai lu. La phrase, le dîner de charité, la femme du pasteur, les mots exacts que Catherine avait prononcés lors du dîner paroissial sur le fait que certaines femmes ne sont pas faites pour ça. La réunion du comité de direction,
le salaire que j'avais perdu, lire mes propres années de silence, disposées en paragraphes numérotés, m'a fait quelque chose. Cela a rendu le mensonge aussi faible qu'il l'était en réalité. J'ai pris le stylo que Mathilde me tendait, j'ai remarqué l'odeur de la pièce. Pas le désinfectant propre de mon hôpital, ma vieille cachette, mais le papier, l'encre et la poussière de la quincaillerie en dessous. Pendant des années, cette odeur d'hôpital avait signifié la sécurité, le seul endroit où personne ne me traitait de vide. Maintenant, j'étais dans un endroit complètement différent. Un endroit où j'avais dû sortir à l'air libre pour arriver, et je ne me cachais plus. J'ai appuyé le stylo sur la ligne. La fine montre en or glissait froidement sur mon poignet pendant que j'écrivais, et j'ai pensé à ma grand-mère qui disait que la patience n'est pas l'attente, mais la reconnaissance du bon moment. C'était le moment. Ma signature était nette et assurée, la plus stable que j'ai écrite depuis 1 an. Quand j'ai relevé le stylo, c'était fait. La plainte était confirmée, la machine était en marche. Quoi qu'il y ait eu dans ce dossier parisien, le mécanisme pour le trouver était maintenant en mouvement, et c'était moi qui l'avais déclenché. Mathilde a rassemblé les pages et les a redressées sur la table, annonçant qu'il fallait maintenant attendre la juge. J'ai hoché la tête. Pour une fois, l'attente ne ressemblait pas à de l'impuissance, mais à une mèche allumée. La décision est arrivée un après-midi gris, au milieu d'un service calme. Mathilde a appelé, et je suis allée dans le local de stockage pour répondre, entourée de gaz et de sérum physiologique. Mon cœur a fait quelque chose qu'il ne faisait jamais au travail. Il a cogné. La juge a accordé, a-t-elle dit, avec des conditions. Mais elle a accordé. Elle m'a guidée à travers, comme elle m'avait guidée à travers tout. Puisque la défense avait affirmé de manière positive que l'infertilité était la mienne, le tribunal a estimé que les propres dossiers de fertilité pertinents d'Alexandre étaient, selon les mots de la juge, vraisemblablement probants. Pas automatiquement, pas un laissez-passer. Les dossiers seraient produits sous scellé, examinés d'abord par les avocats et le tribunal, utilisés uniquement dans la mesure où l'affaire l'exigeait. Ce n'est une garantie de rien, a dit Mathilde, toujours prudente. Nous ne savons pas ce qu'il y a dans le dossier, il pourrait n'y avoir rien, mais ils ne peuvent plus le garder fermé. Je suis restée dans cette pièce et j'ai expiré un souffle que j'avais l'impression de retenir depuis 7 ans. De l'autre côté de la ville, j'ai appris plus tard, la nouvelle a atterri très différemment. L'avocat d'Alexandre aurait demandé une réunion privée ce jour-là. Catherine a appelé le cabinet de Mathilde 2 fois, et on lui a poliment dit que l'avocate ne pouvait pas lui parler. Et pour la première fois, ces gens qui avaient passé des années à décider de la vérité sur mon corps se sont un peu dégonflés à l'idée qu'un tribunal décide de la vérité sur celui d'Alexandre. Je n'ai pas célébré. Je veux que vous compreniez cela. Je n'ai envoyé de message à personne. Je n'ai pas souri dans le miroir. J'ai terminé mon service, j'ai noté l'évolution de l'état de mes patients, et je suis rentrée seule dans mon appartement. Mais cette nuit-là, j'ai dormi toute la nuit pour la première fois depuis des mois, parce que je savais que le dossier était en route, et je savais que les dossiers, contrairement aux gens, ne peuvent pas mentir. Le premier signe que quelque chose n'allait pas de leur côté n'est pas venu d'Alexandre ou de Catherine, mais de Valérie. Après 1 an de silence, elle m'a soudainement envoyé un SMS. « S'il te plaît, ne fais pas ça. Pense au bébé. » Je l'ai lu 3 fois. Nous ne nous étions pas parlé depuis le divorce. Elle avait pris mon mari et ma vie, et ne m'avait jamais contactée une seule fois. Et maintenant, soudainement, elle me suppliait d'arrêter un procès qui n'avait apparemment rien à voir avec elle. C'était la partie déroutante. Le procès concernait Alexandre, Catherine et moi. Il s'agissait de mots qu'ils avaient prononcés sur mon corps, d'un poste que j'avais perdu. Pourquoi Valérie, qui avait prétendument tout gagné, aurait-elle peur? Pourquoi une femme qui avait le bébé, le mari et la maison enverrait-elle un SMS à son ex-meilleur ami à minuit, lui demandant d'arrêter de creuser? Les gens qui vous supplient d'arrêter de creuser savent généralement ce qui est enterré. J'avais appris cela à la dure au cours de la dernière année. Je ne lui ai pas répondu. Je suis juste restée avec la question, la tournant dans ma tête, sentant la forme de quelque chose que je ne pouvais pas encore voir. Voici ce que j'avais compris à ce moment-là, et je veux que vous l'entendiez si vous avez déjà été la personne silencieuse au milieu d'une tempête. Les gens qui ont le plus peur de la vérité sont rarement ceux sur qui elle est censée tomber. Je n'étais pas en colère contre Valérie. J'étais curieuse, une curiosité qui me rongeait les os et me tenait complètement éveillée. Si une femme silencieuse qui trouve sa détermination est votre genre, abonnez-vous pour que la prochaine partie vous trouve. Et dites-moi dans les commentaires où vous vous seriez arrêté, parce que j'ai failli le faire 2 fois. Mais le message de Valérie ne m'a pas fait arrêter. Il m'a fait avancer. Une personne coupable venait de me dire involontairement qu'il y avait plus de choses enterrées que je ne le savais.
Le dossier est arrivé 8 jours plus tard. Je veux vous dire exactement comment, car c'est important. Je ne l'ai pas vu en premier, je n'aurais pas pu, et je ne l'aurais pas fait. Je suis médecin, et il y a des dossiers auxquels je n'ai pas le droit de toucher, celui de mon ex-mari ou celui de n'importe qui d'autre. C'est la loi, et c'est une bonne loi. Les dossiers sont parvenus à Mathilde par les canaux appropriés, sous l'ordonnance de protection émise par la juge. Elle les a lus en présence de l'avocat de la partie adverse, comme il se doit, puis elle m'a appelé et m'a demandé de venir à son cabinet, ce qu'elle n'avait jamais fait. J'ai su avant de m'asseoir. Elle avait ce visage prudent que les gens prennent quand ils sont sur le point de vous annoncer quelque chose de très difficile. « Il y a 7 ans, a-t-elle dit. Alexandre est allé dans une clinique du centre-ville, celle dont vous vous souveniez. Elle a glissé une seule feuille vers moi. Seule la ligne pertinente visible, le reste masqué en noir sous le sceau du tribunal. Le diagnostic était un mot que j'avais écrit 100 fois sur des dossiers. Azoospermie. Une absence de spermatozoïdes mesurable. On avait dit à Alexandre, en langage clinique clair, qu'il ne pouvait pas concevoir d'enfant biologique. Il y a 7 ans, la même semaine où il était rentré à la maison, maussade et changé, et avait clos le sujet pour toujours. Dans la même période de quelques semaines où les murmures à mon sujet avaient commencé. Je suis restée très immobile. Mathilde me regardait de la même manière qu'on regarde un patient après lui avoir annoncé le résultat d'un test. Je n'ai pas pleuré ni crié. J'ai juste senti quelque chose d'immense et de silencieux se réaligner en moi, comme un os qui se remet en place dans son articulation. Pendant 6 ans, j'avais été la fautive, la stérile, la honte de la famille Dubois. Et l'homme qui avait laissé toute une ville le croire savait depuis le début que la maison vide était la sienne. Je suis rentrée chez moi avec cette seule feuille de papier pliée dans mon sac et je n'ai pas allumé la radio. Je m'attendais à me sentir triomphante. Je m'y étais préparée. J'étais même inquiète, parce que je ne voulais pas devenir quelqu'un qui se réjouit de la ruine des autres. Mais le triomphe n'est jamais venu. Ce qui est venu à la place était quelque chose de plus étrange et de plus triste, presque un deuil. J'avais passé 6 ans de ma vie à absorber une blessure qui n'avait jamais été la mienne. Chaque regard apitoyé à la paroisse, chaque fois que j'entendais dire que certaines femmes ne sont tout simplement pas faites pour ça. Chaque nuit où j'étais restée éveillée, me demandant ce qui n'allait pas chez moi, ce que je ne pouvais pas donner, pourquoi mon corps avait prétendument trahi mon mariage. Tout cela était une histoire qu'Alexandre avait écrite pour couvrir une vérité qu'il ne pouvait pas affronter sur lui-même. Il m'avait transmis sa honte et m'avait laissé la porter publiquement pendant des années, et sa mère l'avait épinglée à 2 mains. J'étais assise dans ma voiture sur le parking devant mon appartement, de la même manière que je semble toujours finir les tournants de ma vie assise dans des voitures, et j'ai dit quelque chose à voix haute dans le vide, la même chose que j'avais dite à Catherine dans le couloir de l'hôpital. Vous croyez vraiment ça? Seulement maintenant je comprenais ce que je demandais depuis le début. J'avais demandé à une femme, si sûre que j'étais défectueuse. Et la réponse, la vraie réponse, reposait dans un dossier scellé dans une clinique du centre-ville depuis tout ce temps. Je n'étais pas défectueuse. Je ne l'avais jamais été. Le soulagement de cela n'est pas venu comme un feu d'artifice, mais comme une longue expiration, comme la première respiration profonde après des mois de respiration superficielle. Et en dessous, une nouvelle question se posait déjà. Une que je ne pouvais plus réprimer. Voici la question, et je ne pouvais pas m'empêcher de la poser une fois qu'elle s'était formée. Si Alexandre ne pouvait pas concevoir d'enfant il y a 7 ans, si la clinique avait raison, si le diagnostic tenait, alors l'enfant dont Catherine se vantait dans ce couloir, le garçon qu'Alexandre promenait dans la maternité, l'enfant pour lequel il m'avait quitté pour le faire avec ma meilleure amie, ne pouvait pas être le sien. Le calcul était brutal, mais assez simple. Un homme avec ce diagnostic ne conçoit presque jamais d'enfant naturellement. Ce n'est pas impossible dans de rares cas, mais c'est incroyablement improbable sans le type de traitement qu'Alexandre n'avait jamais cherché, ce qui laissait une contradiction trop grande pour être ignorée. Soit la clinique s'était trompée de manière catastrophique, ce qui arrive mais est rare. Soit le bébé que tout le monde croyait être le fils d'Alexandre Dubois avait été conçu par quelqu'un d'autre. Je ne prétendais pas savoir laquelle des deux était vraie, mais je savais que c'était une question qui nécessitait une vraie réponse, pas une rumeur. Et soudain, le message de minuit de Valérie avait un sens terrible et parfait. « S'il te plaît, ne fais pas ça. Pense au bébé. » Elle ne s'inquiétait pas que mon procès blesse les sentiments d'Alexandre. Elle s'inquiétait de ce qu'un tribunal rempli de dossiers médicaux pourrait révéler, parce que Valérie savait quelque chose que le reste d'entre nous ignorait. Elle savait à qui était vraiment le bébé. Je veux être prudente ici sur ce que j'ai fait et ce que je n'ai pas fait, parce qu'il est important pour moi que cela ait été fait correctement.
Je n'ai pas commencé à fouiller dans les dossiers médicaux du bébé. Je n'y avais aucun droit et je ne l'aurais pas fait. L'enfant était innocent dans tout cela. Et je n'ai jamais souhaité que du bien à cet enfant. Ce que j'avais, c'était une contradiction évidente, créée entièrement par la propre défense de la famille Dubois. Ils avaient juré que l'infertilité était la mienne. Les dossiers médicaux disaient qu'elle était celle d'Alexandre. Et un bébé en bonne santé de l'autre côté de la ville disait que quelqu'un mentait sur quelque chose de bien plus grand qu'un mariage. J'ai appelé Mathilde pour lui dire que je pensais qu'il y avait plus de choses enterrées que nous ne le pensions. Elle n'a même pas fait de pause. Elle a juste dit « Alors nous laisserons le tribunal le trouver. » Pas nous. Le tribunal. L'homme qui est entré dans cette chambre d'hôpital ce jour-là, dont je vous ai parlé au début, avait un nom, Mathieu Petit. Je ne le connaissais pas à l'époque. J'ai appris à son sujet comme j'ai tout appris dans cette histoire. Lentement, correctement, par les canaux qui ne mentent pas. Il s'est avéré que pendant les mois où Valérie et Alexandre se sont mis ensemble, alors qu'Alexandre disait encore au monde que sa femme était la fautive, Valérie avait une liaison avec un autre homme. Mathieu, un homme apparemment discret à qui on avait fait croire que la relation était plus que ce qu'elle était. Quand Valérie a choisi Alexandre, elle a complètement coupé les ponts avec Mathieu. Elle a bloqué son numéro, ne lui a jamais dit qu'elle attendait un enfant, jamais un mot sur une date d'accouchement ou un hôpital. Elle comptait sur le fait qu'il disparaîtrait simplement, qu'il ne reconstituerait jamais le puzzle. Mais les dates ne correspondaient pas, et il a continué à poser discrètement des questions aux quelques personnes qu'il connaissait tous les deux. Ce même matin, l'une d'elles a laissé échapper le nom de l'hôpital et la date. Alors il est allé voir l'enfant qu'il soupçonnait être le sien. Et à l'instant où il a franchi cette porte, la seule personne qu'elle était si sûre de ne jamais trouver, tout le sang a quitté le visage de Valérie. C'est l'image que je veux que vous gardiez. Catherine, pleine d'assurance près des ascenseurs, certaine que la vie parfaite de son fils avait prouvé que je ne valais rien. Et 5 pas derrière elle, entrant dans la maternité, la preuve vivante que la vie parfaite était construite sur le même mensonge qui m'avait enterré pendant des années. Je n'ai pas orchestré ce moment. Je ne l'ai même pas compris quand il s'est produit. J'ai simplement souri à Catherine et lui ai demandé si elle croyait vraiment ça. Et puis une porte s'est ouverte, et un étranger est entré, et tout un château de mensonges a commencé à s'effondrer silencieusement, sans que je lève le petit doigt. Il s'est avéré que Mathieu avait des questions auxquelles un tribunal des affaires familiales pouvait répondre. Et dans une ville où tout le monde était si sûr de connaître la vérité sur mon corps, la vérité sur le corps de tout le monde allait bientôt avoir son jour. Alexandre le savait. Je reviens toujours à ça. C'est ce qui fait passer cette chose de triste à impardonnable. Il savait depuis 7 ans qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc, quand Valérie est tombée enceinte, il savait avec une certitude absolue que le bébé n'était pas le sien. Et pourtant, il l'a accepté. Il s'est tenu devant sa mère, sa paroisse et tout son petit monde, et les a laissés croire qu'il avait fait un enfant. L'enfant que sa première femme stérile ne pouvait pas lui donner. Il a utilisé un enfant qui n'était pas le sien pour terminer l'histoire qui m'a détruite. Pensez à la bassesse de cela. La cruauté n'est même pas l'infidélité, ni le mensonge sur mon corps, bien que ce soit déjà assez grave. C'est qu'il a regardé un bébé dont il savait qu'il ne pouvait pas être le sien et qu'il y a vu avant tout un accessoire, la preuve de sa virilité. Le point final de la phrase qu'il avait écrite sur moi pendant des années. J'ai honnêtement essayé de trouver de la compassion pour lui. Je ne suis pas une personne dure par nature, mais chaque fois que j'essayais de tendre la main, je me heurtais au même mur. Il a eu 100 occasions de dire la vérité et de me laisser partir discrètement. Au lieu de cela, il a construit un monument à un mensonge et a mis un vrai enfant au sommet. Quand Mathilde m'a dit que l'avocat d'Alexandre s'était tu, qu'il n'y avait plus d'appel, plus de combat, juste une demande pour discuter du règlement de l'affaire, j'ai compris pourquoi. Alexandre n'avait plus peur de perdre le procès. Il avait peur de ce que le procès allait dire à voix haute, devant tout le monde, sur le garçon dont il s'était vanté. Pendant 7 ans, il avait contrôlé le récit. Et pour la première fois, le récit était sur le point de lui échapper complètement. Catherine est venue me voir avant l'audience. Elle s'est présentée à mon appartement un dimanche, dans sa tenue de messe, et j'ai failli ne pas lui ouvrir. Quand je l'ai fait, elle avait l'air plus âgée que dans mon souvenir, plus petite. Elle ne s'est pas excusée. Je veux être honnête à ce sujet, car pendant un instant, j'ai cru qu'elle le ferait. Elle s'est tenue sur le pas de ma porte et m'a demandé, la voix brisée, de retirer la plainte. Pas pour Alexandre, a-t-elle dit, pour la famille, pour le bébé, pour le nom. Et pendant qu'elle parlait, j'ai vu quelque chose que je n'attendais pas. J'ai vu une femme à qui son propre fils avait menti pendant 7 ans.
Une veuve qui avait tout misé sur un seul enfant et qui avait bâti toute son identité sur la certitude qu'il était bon. Elle n'avait pas répandu ces mots cruels parce qu'elle était méchante. Elle les avait répandus parce qu'Alexandre les lui avait donnés, polis et confiants, et qu'elle l'aimait trop pour en douter un seul instant. Pendant une seconde, debout sur le pas de ma propre porte, j'ai eu pitié d'elle. C'était humain. Elle avait été utilisée aussi. Mais ensuite, elle a répété la phrase que j'avais portée pendant des années. Seulement cette fois, cela ressemblait à une supplication, pas à une proclamation. Certaines femmes ne sont tout simplement pas faites pour ça, Hélène. Pourquoi traînes-tu tout le monde dans la boue pour ça? Et j'ai compris que même maintenant, même au seuil de la vérité, elle préférait défendre le mensonge plutôt que de le laisser partir. La compassion n'est pas la même chose que la reddition. Je pouvais voir sa douleur et refuser de porter la honte de son fils un jour de plus. « Catherine, dis-je doucement, rentrez chez vous. La boue n'a jamais été la mienne. » Elle est partie sans un autre mot. Et j'ai fermé la porte et je ne me suis pas sentie cruelle. Je me suis sentie achevée. L'avocat d'Alexandre a proposé un accord discret. Il paierait une somme, publierait une rectification privée au comité de l'hôpital, blanchirait mon dossier professionnel, si j'acceptais de tout clore et de ne plus jamais en parler. Mathilde a posé l'offre sur sa table et m'a regardée. Elle a expliqué que sur le papier, c'était une bonne affaire, que je récupérerais mon nom, que le comité entendrait la vérité, et que je repartirais avec tous ceux pour quoi j'étais venue. Elle n'avait pas tort. En chiffres, c'était une victoire. Tout ce que j'avais dit vouloir, ma réputation restaurée, le travail de nouveau en jeu. Et tout ce que j'avais à faire était de laisser la vérité être murmurée dans une arrière-salle, puis enfermée dans un tiroir pour toujours. Tandis que Catherine continuerait à dire sa petite phrase à la paroisse, et qu'Alexandre continuerait à se pavaner avec un garçon qui n'était pas le sien. Et l'histoire de la doctoresse défectueuse vivrait à moitié dans les recoins de Paris où les rectifications privées n'arrivent jamais. J'y ai longuement réfléchi, puis j'ai dit non à Mathilde. Je veux être claire, car la distinction est importante. Je n'ai pas refusé parce que je voulais voir Alexandre brûler. J'ai refusé parce qu'une vérité privée n'était qu'une version plus silencieuse du même mensonge. Pendant 6 ans, il l'avait dit à voix haute à mon sujet, dans les églises et lors des dîners, où tout le monde pouvait l'entendre. La rectification devait vivre au même endroit. Pas un murmure, pas un tiroir fermé. La vérité dite une fois, là où ça compte, devant les gens qui avaient cru au mensonge. J'ai dit à Mathilde que je n'accepterais pas d'excuses chuchotées pour une blessure qu'il m'avait infligée à grands cris. Qu'il le dise une fois, là où ça compte, et alors j'arrêterai de le porter. Mathilde a remis le capuchon sur son stylo et a souri, disant « Alors nous irons au tribunal, et mettez quelque chose dans lequel vous pouvez bien respirer. » L'audience s'est tenue au tribunal de grande instance par un matin clair et froid. Je m'attendais à être nerveuse. J'avais géré 1 millier d'arrêts cardiaques sans une main tremblante, mais cela semblait différent, parce que cette fois, c'était moi l'enjeu. La salle s'est remplie d'une manière qui disait tout sur la façon dont fonctionnent les petits cercles. 2 membres du comité de l'hôpital, là pour voir en quoi ils s'étaient trompés. Plusieurs femmes du cercle paroissial de Catherine, les mêmes qui avaient acquiescé à sa pitié pendant des années. Catherine elle-même, raide au 2e rang. Alexandre, à côté de son avocat, blême et transpirant dans un costume qui ne lui allait plus. Et Valérie, au fond de la salle, très immobile, avec un homme silencieux nommé Mathieu assis 2 rangs derrière elle, dont je sentais la présence sans me retourner. Je me suis assise à la table, avec Mathilde, et j'ai senti toute la structure des 7 dernières années se rassembler dans une seule pièce. Pendant 6 ans, ces gens avaient été le public de mon humiliation. Ils avaient regardé une femme être discrètement marquée au fer rouge et n'avaient rien dit, ou pire, l'avaient répété. Maintenant, ils étaient le public de quelque chose d'autre. C'était la partie à laquelle je m'accrochais, la partie que Mathilde avait comprise. Le mensonge était public. La vérité devait être publique, devant les mêmes yeux. Sinon, elle n'annulerait jamais vraiment ce qui s'était passé. Je n'étais pas là pour crier. J'avais décidé cela des semaines auparavant. J'étais là pour laisser la vérité être présentée à la lumière, enregistrée avec des témoins dans une salle où il y a une pénalité pour parjure. La juge a pris son siège. La salle s'est calmée, et j'ai senti la montre de ma grand-mère, fraîche et stable sur mon poignet, marquant le moment que j'attendais depuis 7 ans. Mathilde n'a jamais élevé la voix. C'est ce dont je me souviens le mieux. Elle a construit son argumentation comme on construit un diagnostic, un fait après l'autre, tranquillement et sans hâte, jusqu'à ce que la conclusion soit la seule chose qui tienne debout. Elle a établi les déclarations, les dates, les témoins, répétant les propres mots de Catherine lors de dîners et de groupes de prière sur le fait que
Certaines femmes ne sont tout simplement pas faites pour ça. Elle a établi le préjudice, la promotion perdue, le salaire, le préjudice documenté à mon nom. Puis elle s'est tournée vers la propre affirmation de la défense selon laquelle les déclarations étaient vraies, que l'infertilité était la mienne. Et elle a demandé à la juge de prendre en considération les dossiers médicaux que la défense avait forcés dans l'affaire par ce même argument. Sous l'ordonnance de confidentialité, seule la ligne nécessaire a été lue. Il y a 7 ans, Alexandre Dubois a été diagnostiqué dans une clinique parisienne avec une condition qui rendait la conception d'un enfant biologique médicalement impossible. La température de la pièce a changé. J'ai vu les femmes de la paroisse se retourner pour regarder Catherine, qui était devenue blanche comme un linge. Puis, avec la plus grande finesse, Mathilde a posé sur la table la contradiction, la même que la famille Dubois avait construite de ses propres mains. La défense avait juré que le mariage vide était de ma faute. Le dossier médical disait que c'était celle d'Alexandre, et la version bruyante de la famille disait qu'il y avait un enfant. Elle a souligné que la question de la paternité de l'enfant était devenue pertinente dans les affaires de pension alimentaire et de garde qui étaient maintenant devant un tribunal des affaires familiales connexes, et que les tests génétiques dans cette procédure n'avaient pas soutenu la paternité biologique d'Alexandre. Clairement, dit, sans drame, comme quelqu'un qui lit les résultats d'une prise de sang. Et c'est alors qu'Alexandre s'est levé. Sa voix a traversé la pièce, disant qu'il ne pouvait pas faire ça, qu'il ne pouvait pas faire ça. La juge l'a fait asseoir. Catherine s'est levée à son tour, criant mon nom avec accusation, disant que ça ne pouvait pas être vrai, que j'avais tout déformé, tous les deux faisant du bruit et s'effondrant, tandis que je restais parfaitement immobile à la table, ne disant absolument rien. Catherine s'est alors tournée vers moi, de la manière dont les gens qui se noient s'accrochent à la chose la plus proche. Son sang-froid avait disparu. Son assurance du 12e arrondissement s'était brisée en deux, et des ruines sont sortis les seuls mots qui lui restaient. Certaines femmes ne sont tout simplement pas faites pour ça, a-t-elle crié, pointant un doigt tremblant à travers la pièce. Certaines femmes tout simplement ne le sont pas. La deuxième fois, elle n'a même pas pu finir. Et je me suis levée lentement, parce que j'avais attendu 7 ans et que je ne voulais pas précipiter cela. Je n'ai pas crié. J'ai gardé ma voix stable et claire. La voix que j'utilise quand je dois dire à une famille quelque chose de vrai et de difficile. Le genre de voix qui est plus silencieux que ce que la pièce peut supporter. Vous avez raison, Catherine, ai-je dit. Toute la salle d'audience s'est tue. Vous avez tout à fait raison. Une personne dans ce mariage n'a jamais été apte à avoir des enfants. J'ai laissé cela s'installer. J'ai regardé Alexandre, puis je suis revenue à sa mère. Dans ce dossier, il n'y a que son nom. Quelque part au fond de ma tête, un hymne jouait. L'hymne de mon mariage, que Catherine avait choisi, qui avait traversé cette église le jour où je me suis mariée à tout cela. Il signifiait une chose alors. Il signifiait maintenant exactement le contraire. La main de Catherine est retombée. Alexandre avait la tête dans les mains. Je n'étais pas brisée, je ne l'avais jamais été. L'homme qui avait laissé toute une ville croire le contraire était assis à 2 mètres de là, en morceaux, tandis que la femme calme qu'il avait qualifiée de défectueuse se tenait solidement sur ses 2 pieds. Je l'avais dit une fois, à voix haute, là où ça comptait. Et j'avais enfin fini de le porter. Ce qui a suivi n'a pas été dramatique au sens où vous l'imaginez. Il n'y a pas eu de cris, personne n'a été traîné dehors. C'était plus silencieux que ça, et d'une certaine manière, pire pour la famille Dubois. Pour cela, Alexandre n'a plus nié, il ne le pouvait pas. Il est resté assis, la tête baissée, pendant que son propre avocat demandait une suspension d'audience. Et quand la juge l'a accordée, il ne s'est pas levé. Il est juste resté là, affalé dans son costume mal ajusté. Un homme regardant 7 ans de narration s'effondrer en une seule matinée. Les femmes de la paroisse ont ramassé leurs manteaux et leurs sacs et sont parties en file indienne, les yeux baissés. Et je savais que le soir, la vraie histoire se répandrait à Paris aussi vite que le mensonge l'avait fait autrefois. Catherine les a suivies, l'air plus petite que je ne l'avais jamais vue. Elle n'était plus la générale d'aucune campagne. Et Valérie s'est éclipsée pendant la suspension. Mais pas avant que Mathieu ne se lève de sa place 2 rangs derrière et ne sorte par la même porte, juste sur ses talons. La question de ce bébé se dirigeait maintenant vers un endroit où elle pourrait enfin être répondue honnêtement. Je me suis assise à la table, et j'ai laissé tout le monde se vider autour de moi. Mathilde a posé sa main sur mon épaule et a dit « Vous avez fait ça sans élever la voix ». Elle a avoué qu'elle faisait ça depuis 30 ans, et que je serais surprise de voir à quel point c'est rare. Les choses tangibles sont arrivées dans les semaines qui ont suivi, comme elles le font. La position sociale d'Alexandre, qu'il avait protégée à mes dépens pendant des années,
s'est simplement évaporé. On ne se remet pas d'une fuite d'un procès dans ces cercles sociaux. En quelques mois, il avait déménagé en Andalousie, un endroit où personne ne connaissait encore l'histoire. Il avait passé 7 ans à faire en sorte que tout le monde croie un mensonge sur moi. À la fin, la vérité n'a pas eu à le pourchasser. Il a juste fallu la dire une fois, dans la bonne pièce. Le comité de l'hôpital n'en a pas fait une grosse affaire, ce qui ne me dérangeait pas. Quelques semaines après l'audience, le directeur médical a demandé à me voir. Il était l'un des 2 qui était assis dans cette salle, et il avait le regard inconfortable d'un homme qui a cru la mauvaise chose et le sait. Il a dit que le poste de chef des urgences était de nouveau vacant. Il a dit qu'ils avaient réexaminé le dossier et déterminé que les préoccupations antérieures concernant mon jugement et ma stabilité étaient sans fondement. Xpexpa. Excusez. Mais il s'en est approché. Et d'un comité hospitalier, s'en approcher est presque le plus que vous puissiez obtenir. J'ai accepté le poste. Non pas parce que j'avais besoin de gagner une autre chose, mais parce que c'était le mien, construit de mes propres mains et de mes propres années, et que je n'allais pas laisser un mensonge m'en éloigner un jour de plus. Ma première semaine à la tête du service, je suis entrée dans la salle de traumatologie, et j'ai respiré cette odeur de coton propre et de désinfectant qui signifiait autrefois la sécurité, parce que c'était le seul endroit où personne ne me traitait de vide. Maintenant, ça sentait différemment. Ça sentait comme un endroit que j'avais mérité et reconquis, pas un endroit où je me cachais. J'ai dirigé ma première réanimation en tant que chef. Mes mains étaient plus stables que jamais. Et après, debout devant le lavabo en me lavant, je me suis vue dans le verre sombre et je n'ai pas reconnu la fatigue qui vivait autrefois sur mon visage. Elle avait disparu. J'aimerais vous dire que j'ai ressenti de la satisfaction. Et c'est le cas. Mais plus que cela, je me sentais légère. Comme si j'avais porté un sac de pierre pendant 7 ans sans savoir que la poignée était juste là et que quelqu'un m'avait enfin montré que j'étais autorisée à le lâcher. Les gens veulent toujours savoir ce qui est arrivé à tout le monde après, alors laissez-moi vous le dire, puis je vous laisserai partir. Alexandre est parti. Comme je l'ai dit, la dernière chose que j'ai entendue, c'est qu'il était quelque part dans le sud, recommençant dans un endroit qui n'avait pas encore entendu l'histoire. Je ne lui souhaite aucun mal. Je ne lui souhaite plus grand-chose du tout, ce qui, à sa manière, est la liberté. Catherine a perdu ce sur quoi elle avait bâti toute son identité. Non pas parce que je le lui ai pris, je n'ai jamais dit un mot contre elle dans cette paroisse, mais parce que la vérité sur son fils était tout simplement trop grande pour être cachée dans ces cercles. Le cercle des femmes qu'elle avait dirigé pendant 30 ans a discrètement continué sans elle. J'ai entendu dire qu'elle avait arrêté d'y aller. J'ai ressenti une pointe de tristesse sincère à ce sujet. La tristesse que l'on ressent pour quelqu'un qui a choisi le mensonge jusqu'à ce qu'il lui prenne tout. Valérie et Mathieu ont réglé l'affaire du bébé au tribunal, par les voies légales, et j'espère pour le bien de l'enfant qu'ils ont trouvé une certaine stabilité de l'autre côté. Cet enfant n'a rien demandé de tout cela. Valérie et moi ne nous sommes plus jamais parlé. Certaines amitiés ne se brisent pas. Elles se révèlent simplement n'avoir jamais été ce que vous pensiez qu'elles étaient, et vous les mettez de côté avec le reste de ce qui n'était pas vrai. Quant à moi, j'ai gardé le travail, j'ai gardé l'appartement, j'ai gardé la montre à mon poignet. Je n'ai rien poursuivi d'autre. J'avais obtenu ce pourquoi j'étais venue. Mon nom était blanchi, et la vérité tenait toute seule. Et c'était suffisant. Il y a une dernière chose que j'ai faite, puis j'ai eu fini. J'ai écrit un court message à Catherine, pas long, pas en colère. J'ai pensé à elle, debout sur le pas de ma porte dans sa tenue d'église, une femme à qui son propre fils avait menti, et qui avait quand même choisi le mensonge. Et j'ai réalisé que je ne voulais pas porter de colère envers elle pour le reste de ma vie. La colère n'est qu'un autre sac de pierre. Alors j'ai gardé les choses simples. Je ne porte plus le mensonge de votre fils, et j'écris. Vous ne devriez pas le faire non plus. C'est tout. Je n'attendais pas de réponse, et je n'en ai pas eu. Mais l'écrire a refermé quelque chose. Ce soir, j'ai retiré la montre de ma grand-mère de mon poignet, et je l'ai tenue dans ma main pendant 1 minute, pensant à ce qu'elle disait, que la patience n'est pas l'attente, mais la reconnaissance du bon moment. J'avais attendu 7 ans le bon moment. Il était venu, et je m'étais montré à la hauteur. Et maintenant, le temps que cette montre comptait n'était plus un emprunt contre un futur règlement de compte. Il était simplement à moi. Tout le reste de ma vie silencieuse était enfin entièrement à moi. Si vous retenez une chose de mon histoire, que ce soit celle-ci. La vérité ne crie pas, et elle ne pourchasse personne. Elle attend simplement. Patiemment, comme une montre, jusqu'au jour où quelqu'un cesse enfin d'avoir peur et pose la bonne question à voix haute. Est-ce que cette histoire est la mienne ? 6 ans d'une réputation qui n'a jamais été la mienne, et une question silencieuse qui a tout fait tomber.
Si on vous a déjà dit que vous étiez défectueux, que ce soit votre signe pour arrêter de le porter. Dites votre vérité là où ça compte, puis laissez-la aller. Si cela vous a touché, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre ce soir. Laissez un commentaire, abonnez-vous, et je vous verrai dans la prochaine.